Au milieu de centaines de projets d'aide estampillés, opportunités de développement, un détail minuscule fut volontairement estompé, le droit de propriété sur les semences. À partir de cette ligne, l'ensemble de l'offre, 450 millions USD pour un contrôle génétique, devint clair, et Ibrahim Traoré choisit de laisser l'espace de signature vide pour garder la terre. Mais alors, qui sème vraiment au Sahel ? Le paysan du Burkina Faso ou le rédacteur des clauses lointaines. Une graine fut refusée, mais à cet instant, une autre indépendance commença à germer. Refuser une aide évaluée à 450 millions de dollars n'était pas un simple acte de bravoure, c'était un pari risqué sur la survie économique d'un pays enclavé. Dans son entourage, certains craignaient que la décision d'Ibrahim Traoré plonge le Burkina Faso dans une période d'incertitude. Baisse d'investissement, raréfaction d'engrais, recul des rendements. Mais pour le président, le véritable risque n'était pas la perte de capitaux, c'était la perte du droit de décider de ce qui pousse dans sa propre terre, le bénéfice ultime d'une souveraineté retrouvée. La promesse qu'il formula était simple. Si un peuple peut cultiver sans dépendre, il peut aussi gouverner sans se soumettre. Derrière cette phrase, un engagement silencieux se tissait. Prouver au monde que l'autonomie n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ce pari sur le sol, plus que sur l'or, allait bientôt redéfinir la manière dont l'Afrique envisage son propre développement. La révélation ne vint pas d'un communiqué officiel, mais d'une note interne, lue à voix haute devant le Conseil des ministres. 3 clauses suffirent pour changer le cours de l'histoire. Toutes les semences devaient être génétiquement modifiées, importées d'une société américaine unique et supervisées par des observateurs de l'USAID. À cet instant, Ibrahim Traoré leva les yeux et prononça calmement. « Alors même notre pluie doit être importée ?» Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel discours. Quelques heures plus tard, le Burkina Faso rejetait officiellement le programme d'aide. Ce refus devint rapidement un signal politique dans tout le Sahel. Les radios rediffusaient en boucle le passage où le président déclarait « Nous planterons ce que nos ancêtres ont planté ». Sur les marchés, on répétait la phrase comme un serment collectif. Sur les réseaux, elle devint le mot-clé d'un réveil identitaire. Les jeunes partageaient la vidéo en l'accompagnant d'un slogan nouveau, « La souveraineté d'abord ». Pourtant, derrière l'élan populaire se cachait une tension diplomatique profonde. Washington qualifia l'épisode de malentendu regrettable, Bruxelles exprima sa préoccupation, tandis que les analystes occidentaux y voyaient une dérive populiste. Mais sur le terrain, les faits étaient concrets. Des coopératives rurales se reformaient, des ingénieurs agronomes rappelaient les variétés locales oubliées et les universités révisaient leurs programmes d'agronomie. Le rejet d'un contrat venait de provoquer ce qu'aucune aide n'avait su déclencher, un sursaut de confiance intérieure. Cette mini-révélation, les 3 clauses et une phrase, allait transformer une crise agricole en manifeste politique. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain affirmait que la dignité pouvait se mesurer non en millions de dollars, mais en hectares cultivés librement. Le visage de ce tournant ne fut pas seulement celui d'Ibrahim Traoré, mais aussi celui d'une femme nommée Maretou, agricultrice de 48 ans dans la province de Sicile. Devant sa petite parcelle, elle raconta aux journalistes comment, des années plus tôt, des camions d'engrais étrangers avaient brûlé le sol, laissant derrière eux des dettes plus tenaces que la sécheresse. Lorsque la nouvelle du refus se répandit, elle leva une poignée de terre et dit simplement « Notre sol rejette ce qui ne lui appartient pas ». Ces mots, repris par les radios locales, devinrent la première phrase d'un proverbe nouveau. La terre se souvient de son propriétaire. Dans les jours qui suivirent, les marchés de Ouagadougou se remplirent d'un mélange étrange de peur et de fierté. Les exportateurs s'inquiétaient d'une éventuelle rupture d'approvisionnement, mais les coopératives locales affichaient complet. Les étudiants, eux, voyaient dans l'attitude de Traoré une leçon de politique réelle. Le courage n'est pas toujours de signer, parfois il est de se taire devant la tentation. L'impact fut immédiat. Les discussions sur la dépendance alimentaire prirent une place centrale dans les médias africains, des associations d'agronomes improvisèrent des séminaires sur l'autonomie du sol, et même les leaders religieux évoquèrent la dignité du travail de la terre dans leurs sermons. Dans ce tumulte, une idée revenait sans cesse. Le refus n'était pas une fermeture, c'était un commencement.
Le matin du 15 mars, le communiqué officiel fut diffusé sur toutes les fréquences nationales. Les mots étaient sobres, mais leur portée immense. Le Burkina Faso rejetait l'accord d'aide agricole américain. Dans les heures suivantes, la capitale se figea. Les diplomates demandèrent des éclaircissements, les marchés suspendirent leurs échanges, et les analystes, eux, cherchaient déjà la faille d'un tel acte. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'était ni provocation ni stratégie, c'était un principe. Le pays ne troquerait pas sa souveraineté pour des semences importées. Ce jour-là, la séquence politique suivit une logique implacable. On peut parler de déclenchement, d'apogée, puis d'onde de choc. Le déclenchement fut le refus public et la diffusion télévisée du discours présidentiel. L'apogée fut la réaction immédiate des chancelleries, où Washington parla de malentendus regrettables, et Bruxelles d'un recul inquiétant. L'onde de choc fut la montée d'un mouvement populaire que nul n'avait anticipé. Dans tout le pays, les radios rejouaient la déclaration « Nous cultiverons ce que nos ancêtres ont cultivé ». Les jeunes la partageaient sur les réseaux avec un mot d'ordre devenu viral. Ferme la souveraineté d'abord. Les marchés, d'abord silencieux, se transformèrent en tribunes de débat. Les enseignants d'agronomie expliquaient aux étudiants comment replanter des variétés locales, les fermiers échangeaient leurs propres semences et les prêtres parlèrent du travail comme d'une prière. Quelques semaines plus tard, le gouvernement lança la Farm Sovereignty Act, une initiative nationale de 200 000 hectares consacrée aux cultures locales. 12 pépinières de semences furent ouvertes, financées non par des bailleurs, mais par les revenus tirés des réserves d'or du pays. « Nous plantons la richesse, pas la dette », déclara Traoré lors de la présentation du projet. Les observateurs étrangers y virent une utopie. Pourtant, les champs, eux, répondaient « Quand la première récolte de soja locale arriva plus vigoureuse que prévu, les sceptiques se turent. Les graines du Burkina, plus petites mais mieux adaptées à la chaleur du Sahel, donnèrent un rendement inattendu. Pour la première fois depuis des décennies, le pays n'eut pas besoin d'importer pour nourrir son bétail. Et ce succès agricole devint un argument politique. La souveraineté pouvait produire, pas seulement proclamer. Autour, le mouvement se propageait. Le Mali et le Niger annoncèrent des discussions sur la création de banques régionales de semences. Au Nigeria, des syndicats agricoles saluèrent le courage du Burkina Faso. L'Union africaine inscrivit pour la première fois la notion de souveraineté alimentaire à son agenda de réforme. Ce qui avait commencé comme un refus d'aide se transforma en leçon continentale. L'acte de dire non était devenu un langage nouveau, celui de nations décidées à cultiver leur avenir sur leur propre sol. Les chiffres racontent souvent mieux que les discours. 6 mois après le rejet de l'accord, 3 indicateurs suffisent à mesurer l'onde de choc initiée par Ibrahim Traoré. Commençons par le premier, plus 27%. C'est la hausse moyenne de rendement enregistrée dans les zones pilotes du programme Farm Sovereignty Act comparée à la période précédant l'aide américaine. Ce bond n'est pas un miracle. Il s'explique par l'usage de semences indigènes mieux adaptées à la sécheresse et par une rotation des cultures pensées localement. Chaque hectare planté avec des graines autochtones consomme 15% d'eau en moins, un détail qui vaut un trésor sous le soleil du Sahel. Passons au deuxième chiffre, 200 000 hectares. C'est la surface totale récupérée pour la production nationale, selon les registres du ministère de l'Agriculture. Derrière ce nombre se cache une dynamique inédite. 27 coopératives régionales ont signé des pactes d'entraide, partageant tracteurs, savoir et formation. Les données satellites montrent qu'entre mars et novembre, les surfaces vertes se sont étendues de 12% autour de Ouagadougou et de 19% dans la région de Sicily. Ce que les observateurs étrangers qualifiaient de repli nationaliste prenait, sur le terrain, la forme d'une expansion silencieuse. Et voici le troisième chiffre, 38 millions de dollars. C'est la somme économisée en importation d'engrais et de semences durant le premier semestre du plan. À l'échelle d'un budget national, cela reste modeste, mais symboliquement, cela représente une rupture. Pour la première fois, l'économie agricole ne dépendait plus des subventions extérieures. Ces économies furent réinjectées dans la création de 12 pépinières de semences et dans 3 usines de transformation alimentaire locale. La logique était claire, transformer sur place ce qu'on cultivait plutôt que d'exporter la matière brute et d'importer le produit fini. Les critiques occidentaux parlaient d'un risque d'isolement économique. Les faits montraient l'inverse. La consommation intérieure de soja local augmenta de 42%
et les importations d'huile végétale chutèrent de 30%. Les marchés ruraux, jadis saturés de produits importés, virent apparaître des sacs en toile marqués produits du Faso. Ces chiffres ne traduisaient pas une révolution idéologique, mais un changement d'équilibre. Le pays apprenait à vivre de sa propre production, en assumant la lenteur du processus. Ibrahim Traoré résuma ce tournant d'une phrase « Nous ne cherchons pas la vitesse, mais la racine ». Et dans cette racine, il y avait les données mêmes qui soutenaient son pari, croissance mesurable, autonomie vérifiable et surtout confiance statistique retrouvée. Tout projet qui bouleverse un ordre établi attire ses contradicteurs, et Ibrahim Traoré le savait. Deux arguments majeurs furent avancés par ses détracteurs, chacun appuyé sur des données réelles plutôt que sur la peur. Voyons le premier argument. Sans l'aide américaine, le Burkina Faso risquait une récession agricole. Les économistes rappelaient que 62% des engrais utilisés provenaient encore de l'importation, et que le retrait des subventions pouvait provoquer une baisse de production à court terme. Certes, les premiers mois confirmèrent une tension sur les prix. L'huile végétale augmenta de 18%, le soja de 11%. Mais la réponse vint du terrain. Les coopératives locales réinjectèrent ces marges dans la production et compensèrent le manque d'intrants par la diversification des cultures. À la fin du premier cycle, les rendements moyens s'étaient stabilisés, preuve que la dépendance n'était pas une fatalité, mais une habitude qui s'apprend à rompre. Et le deuxième argument, le modèle souverain risquait d'isoler diplomatiquement le pays. Effectivement, certains bailleurs suspendirent temporairement leur programme. Les États-Unis réduisirent de 15% leur assistance technique dans le Sahel. Mais presque aussitôt, de nouveaux partenaires émergèrent. La Chine proposa des prêts à taux réduit pour les équipements agricoles, l'Inde un échange de semences biologiques et le Brésil un programme de transfert de technologie. Le vide diplomatique devint une ouverture stratégique. Entre ces deux pôles, prudence économique et audace politique, Traoré choisit un équilibre rare. Maintenir les chiffres sous contrôle sans renoncer à la symbolique du geste. Ses opposants parlaient d'idéalisme, lui répondaient par des tableaux de données. Ce n'est pas une croisade, disait-il, c'est une révision budgétaire de la dignité. Ce ton froid, presque administratif, fut peut-être sa meilleure arme, transformer un acte de rupture en exercice de gouvernance. Une phrase, 8 mots. La liberté pousse plus lentement que le blé. C'est par cette ligne que Ibrahim Traoré ouvrit son discours de mi-mandat, prononcé devant des milliers de paysans rassemblés à Bobo-Dioulasso. Le ton avait changé, moins combatif, plus mesuré, presque professoral. Il ne parlait plus d'un refus, mais d'un apprentissage collectif, celui d'un pays découvrant que l'autonomie ne se décrète pas, elle s'entretient. Dans ce discours, un détail retint l'attention. Derrière le président, aucune bannière, aucun symbole d'État, seulement des sacs de graines marqués produits du Faso. Le geste paraissait anodin, il devint image manifeste. La rébellion agricole s'était muée en pédagogie nationale. Les observateurs étrangers y virent un tournant. La rhétorique de la défiance laissait place à celle de la construction. Et pourtant, la question restait ouverte. La patience d'un peuple suffit-elle à nourrir sa liberté ? Cette tension, entre fierté et incertitude, entre moisson et attente, marquait le milieu du récit. Le moment où l'histoire cessait d'être un cri pour devenir une méthode. 6 mois après la mise en œuvre du plan, les effets de la politique d'Ibrahim Traoré pouvaient se lire dans les chiffres, mais aussi dans les visages. Les résultats se divisaient en 4 groupes, nationaux, économiques, sociaux et régionaux, comme les cercles d'une même onde de choc. Au niveau national, les données du ministère de l'Agriculture révélaient une augmentation de 23% des surfaces cultivées sans assistance extérieure. La dépendance aux intrants importés chutait de moitié, tandis que les stocks de semences locales atteignaient, pour la première fois, un seuil d'autosuffisance sur 2 saisons. Les discours officiels parlaient d'indépendance de base. Sur le terrain, cela se traduisait par des champs qui repoussaient 100 logos étrangers. Au niveau économique, les exportations vers les pays voisins reprirent lentement. Le Mali et le Niger importaient désormais du soja burkinabé, symbole discret d'une inversion des flux. Le PIB agricole progressa de 3,2%, un chiffre modeste mais suffisant pour restaurer la confiance des investisseurs locaux. Les petites industries de transformation, huileries, meuneries, ateliers de conditionnement,
se multiplièrent, soutenus par des exonérations ciblées. L'argent restait dans le pays, circulant à travers des coopératives plutôt qu'à travers des banques étrangères. Au niveau social, les zones rurales virent apparaître une génération nouvelle de jeunes cultivateurs qui, au lieu de migrer, choisirent de rester. Les programmes d'apprentissage lancés dans le cadre de la Farm Sovereignty Act formèrent plus de 40 000 apprentis en moins d'un an. Les églises et les mosquées, d'ordinaire séparées, relayèrent le même message: travailler la terre, c'est prier debout. Les symboles changèrent. Sur les marchés, les t-shirts portaient une graine stylisée entourant la carte du Burkina. Au niveau régional, à l'échelle du Sahel, le modèle fit école. Le Ghana annonça la révision de son programme de semences financé par les États-Unis, le Mali lança une initiative sur les sols endogènes, et le Sénégal commença à tester ses variétés de mil locales. L'Union africaine ajouta pour la première fois la notion de souveraineté alimentaire dans son plan de réforme agricole 2026. À Washington, cette dynamique fut décrite comme une érosion du soft power. En Afrique, elle s'appelait simplement contagion du courage. Ainsi, en moins d'une année, le Burkina Faso était passé du statut de bénéficiaire à celui de référence. Et sous la poussière rouge du Sahel, chaque récolte devenait un vote silencieux pour la dignité. Face à la trajectoire amorcée par Ibrahim Traoré, les analystes burkinabés dressent désormais 3 scénarios pour l'année à venir. Base, optimiste et pessimiste, chacun révélant un visage possible de la souveraineté en marche. Commençons par le scénario base, le plus probable. Le pays poursuit sa croissance lente autour de 3% du PIB agricole, tandis que les programmes de formation s'étendent à 40 provinces. Les rendements se stabilisent, la dépendance aux importations reste en baisse, mais les infrastructures rurales avancent à un rythme modéré. Ce scénario reflète une normalisation prudente. L'autonomie se construit sans triomphalisme, mais avec constance. Passons au scénario optimiste. La pluie est favorable. Les partenariats avec la Chine et l'Inde se concrétisent et le programme Farm Sovereignty Act génère un excédent exportable. Les semences locales deviennent une marque régionale. Produits du Faso s'impriment sur les marchés d'Abidjan et de Lomé. Le pays atteint 6% de croissance agricole et les revenus ruraux augmentent de 15%. Ce scénario consacre le Burkina comme pionnier d'un modèle post-aide africain, un laboratoire d'indépendance économique dans un continent encore dépendant des bailleurs. Et enfin le scénario pessimiste. Une saison de sécheresse, la hausse du prix du carburant et une inflation prolongée pourraient fragiliser la dynamique. Les coopératives, sous pression, réduiraient leurs investissements. La jeunesse rurale recommencerait à migrer vers les villes. La souveraineté resterait intacte sur le plan symbolique, mais coûteuse dans les assiettes. Cependant, même dans ce cas, les experts soulignent un acquis irréversible, la conscience collective d'un choix assumé. Dans chacun de ces chemins, une constante demeure, la volonté de ne plus dépendre des ordres extérieurs. Et si la pluie, l'appétit, la politique ou les marchés venaient à faiblir, il resterait cette phrase encre de Traoré: mieux vaut une récolte incertaine qu'une promesse sous tutelle. Dans les villages comme dans les villes, la décision d'Ibrahim Traoré ne se raconte plus comme un événement politique, mais comme une histoire que chacun s'approprie. Pour les agriculteurs, c'est la réhabilitation d'un métier souvent méprisé. On ne parle plus de subsistance, mais de souveraineté. Dans les cours d'école, les enfants apprennent des chansons où les graines remplacent les drapeaux. Dans les sermons du dimanche, les prêtres citent les mots du président. Chaque chant est une prière, chaque récolte une réponse. Chez les jeunes urbains, cette histoire résonne différemment. Beaucoup y voient une revanche morale sur des décennies de dépendance économique. Les réseaux sociaux ont transformé la phrase produite du Faso en symbole d'un patriotisme apaisé, aimer son pays sans détester le monde. Les influenceurs burkinabés organisent des collectes pour financer des outils agricoles. Des graphistes conçoivent des affiches où la terre devient héroïne. Et les artistes de hip-hop remixent les discours de Traoré en poèmes rythmiques. Pour les femmes, la mutation est plus concrète. Les coopératives leur ouvrent des postes de gestion. Les pépinières de semences recrutent des formatrices et la presse nationale leur consacre des portraits de pionnières rurales. Elles deviennent la colonne vertébrale d'une révolution tranquille.
Au fond, la décision présidentielle a cessé d'appartenir à l'État. Elle appartient désormais à ceux qui sèment, cuisinent, enseignent ou dessinent le mot liberté dans la poussière rouge du Sahel. C'est ainsi qu'une politique s'est muée en émotion collective. Après l'onde symbolique, Ibrahim Traoré voulut ancrer la souveraineté dans une méthode mesurable. Son gouvernement établit une feuille de route en 5 étapes, précise comme un plan de culture, qui fait quoi, quand et avec quels indicateurs. La première étape consistait à recentrer la production. Chaque province devait réserver au moins 15% de ses terres agricoles à des cultures locales, financées directement par les revenus miniers. L'objectif, assurer la sécurité alimentaire de base avant toute exportation. La deuxième étape visait à former les acteurs. Un programme national baptisé Apprendre du sol recruta 200 techniciens agricoles chargés de former 10 apprentis chacun par saison. La formation incluait la gestion de l'eau, la rotation des semences et la comptabilité coopérative. La troisième étape concernait l'industrialisation locale. 3 usines de transformation d'aliments domestiques furent créées pour convertir le soja et le mil en produits finis consommables sur place. Les bénéfices devaient être redistribués dans un fonds souverain agricole. La quatrième étape portait sur la création d'un marché intérieur. Un système d'achat public garanti assura un revenu minimum aux producteurs, tandis que les programmes scolaires s'approvisionnaient exclusivement en produits nationaux. Et la cinquième étape était dédiée à l'évaluation et à l'ajustement. Tous les 6 mois, un comité mixte d'agronomes et d'économistes devait publier un rapport de progression. Rendement, emploi, indépendance, logistique. Cette transparence devint un outil politique, prouver que la souveraineté n'était pas un slogan, mais un tableur. Dans son allocution de clôture, Ibrahim Traoré résuma ainsi la philosophie. L'aide construit des projets. La souveraineté construit des habitudes. Et c'est cette habitude que le Burkina voulait désormais cultiver. Sous la lumière dorée du crépuscule, Ibrahim Traoré retourna sur le même terrain où tout avait commencé. Une plaine poussiéreuse, jadis silencieuse, maintenant rythmée par le bruit des moissonneuses. À ses côtés, Maretou, l'agricultrice de Sicile, tenait encore dans ses mains une poignée de terre, comme un symbole vivant de ce qui avait changé sans qu'on s'en aperçoive. « Voici à quoi ressemble la liberté », murmura-t-elle. Elle ne crie pas, elle pousse. Cette image, filmée par une équipe locale, devint la séquence d'ouverture d'une campagne nationale sur la dignité du travail. On y voyait la même terre, les mêmes gestes, mais plus aucun logo étranger. Le silence du début s'était mué en respiration collective. Dans les écoles, les enfants écrivaient une phrase nouvelle sur leur cahier. « Nous mangeons ce que nous plantons ». Et dans les cœurs, l'histoire du refus s'était transformée en légende fondatrice, celle d'un pays qui avait préféré l'incertitude fertile à la sécurité sous tutelle. Un slogan s'imposa comme une prière. La liberté ne se signe pas, elle se sème. Cette histoire n'est pas un conte, c'est un rappel. Dans un monde où les nations se mesurent encore à l'aune des aides reçues, Ibrahim Traoré a prouvé qu'un pays peut se définir par ce qu'il refuse autant que par ce qu'il accepte. Le Burkina Faso n'a pas fermé une porte, il en a rouvert 1000, celle qui mène vers la terre, la patience et la dignité. Aujourd'hui, cette idée dépasse les frontières du Sahel. Chaque graine locale plantée, chaque champ cultivé sans dépendance, devient un acte de souveraineté silencieux, et chacun peut y prendre part. Partager l'histoire, soutenir les producteurs, questionner la manière dont l'aide redessine nos libertés. Car la prochaine récolte n'aura peut-être pas lieu seulement dans les champs, mais dans la conscience de ceux qui regardent. Si vous croyez que la dignité se cultive, pas qu'elle se reçoit, alors restez. Parce qu'au-delà du soja, du sol et des chiffres, il reste une vérité simple. La liberté germe toujours là où quelqu'un décide d'y croire. Dans un monde où l'aide se mesure en milliards, mais où la dignité ne se compte pas, l'exemple du Burkina pose une équation nouvelle. Et si la liberté commençait par le geste le plus simple, semer ce que l'on choisit soi-même? Si cette histoire vous inspire, partagez-la. Non pour célébrer un héros, mais pour prolonger une conversation, celle d'un peuple qui refuse de mendier sa souveraineté. Parce que la prochaine récolte, qu'elle soit de soja ou d'idées, dépendra de la terre que nous osons revendiquer.